Bonjour. Oui, alors faut bien parler dans la moumoute de l'objet On parce parle dans la que. moumoute. On part Parce dans que la moumoute. Et puis faut pas le tripoter comme t'es en train de le faire, Oh. Popo, parce que tout ce que Excusez-moi. tu fais, ça le fait frétiller Excusez-moi, très fort et on excusez-moi, entend beaucoup de excusez-moi. bruit après. Excusez-moi. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous êtes Dites-le avec nous? Alors je commence. Alors on est là parce qu'on nous a chaleureusement invités, on s'est pas Ah bon incrusté. Ouais. Donc moi je suis Amélie Lebert, donc je suis une salariée de l'APF en tant que chef de projet sur le territoire du Grand Paris, donc Paris et sa petite couronne. Et parmi les projets, eh bien, on a un important projet qui est le projet d'annuaire des lieux de soins accessibles. Oui, et ben moi bonjour, donc je suis Pauline Bourgeois et pareil je suis sur l'annuaire des lieux de soins accessibles, je suis même à plein temps sur ce projet puisque je suis chargée de mission sur l'annuaire des lieux de soins accessibles. Et on a un troisième collègue qui se rapproche du micro. Faut pas le tripoter, Tenry, hein. Alors, bonjour tout le monde, je suis Tenry, volontaire service civique APF France Handicap et j'accompagne les collecteurs sur l'annuaire des lieux de soins. Ok. Alors comment ça marche? Ah, il y a aussi un quatrième mousquetaire avec nous. Bonjour, je suis Alexandre, bénévole collecteur sur l'annuaire des lieux de soins. Merci Alexandre. Alors on a également donc le directeur de Rhapsodif, donc on vous expliquera ce qu'est Rhapsodif, qui va intervenir vers 15h45. Voilà, vous avez Oula, c'est précis, ça déconne pas. À Ça peu près. marche. Waouh, trop bien. On a un timing d'enfer aujourd'hui. Alors, d'où vient l'annuaire des lieux de soins? D'où qu'il est sorti? Alors c'est un projet qui est sorti de l'idée, de la tête, d'un besoin d'une adhérente parisienne donc qui s'appelle Jeanne et qui, comme beaucoup de personnes en situation de handicap, pour ne pas dire toutes, rencontrait des difficultés pour accéder à des soins ordinaires. Donc elle est venue vers l'APF pour proposer un projet de recensement des lieux de soins qui seraient accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc ce projet il date de 4 ans maintenant. Il est parti donc d'une initiative plutôt très modeste et puis aujourd'hui on va en parler, mais on arrive sur un projet qui a une ambition nationale. Donc, oui, et donc là, je dois faire bravo. Ouais. Non, pardon. non, c'est que On je n'a sais pas pas. les On m'a jingles demandé d'où ça habituels. venait, j'ai Ouais, expliqué ouais. d'où ça venait, mais Oui, je oui, peux non, non. continuer. Non, mais en plus, je posais la question alors que j'y ai participé, c'est ça qui est drôle. J'ai vu l'évolution du projet entre le truc qu'on a fait entre adhérents parisiens et puis comme on a pu construire avec peu de temps, et puis quand je vois après les proportions que ça a pris, je trouve ça chouette en fait. On est vraiment parti de pas grand chose pour arriver à un truc beaucoup plus funky et fat. Effectivement, du coup, au départ, on était parti sur l'idée de faire des recensements, donc au départ uniquement sur la ville de Paris, puisque c'était un projet parisien. Et puis, donc on s'était fixé l'objectif d'aller recenser des lieux de soins sur Paris, accessibles au handicap, aux personnes qui ont un handicap moteur uniquement à la base. Et puis le projet a évolué de façon à ce qu'aujourd'hui donc on est sur un projet qui concerne tous les types de handicap. Voilà, que ce soit handicap moteur, sensoriel, psychique, mental. Donc on était aussi parti sur un outil qui serait un outil propre à la délégation de Paris, avec des informations que nous on pourrait transmettre aux personnes qui nous contactent, puisque ça arrive régulièrement qu'on nous appelle pour nous dire est-ce que vous connaissez un dentiste dans ma ville ou proche de ma ville qui serait accessible, etc. Donc jusque là on n'avait pas de moyen d'y répondre, à moins d'avoir le bénévole ou l'adhérent à côté qui habite pas loin et qui a peut-être un contact à nous donner, mais sinon on n'avait rien de concret. Donc au final, aujourd'hui, on est sur un outil qui est qui a une destinée publique. Donc on est sur un outil dématérialisé. Donc on a créé un site internet. Donc,
qui s'appelle handicap-soins.org. Donc c'est l'annuaire des lieux de soins. Voilà, c'est un site internet qui aujourd'hui est en phase de construction, d'enrichissement, de peuplement des données. Aujourd'hui, même si le site existe, les données ne sont pas encore publiques. Parce que le recueil se fait au fur et à mesure, donc c'est pour ça qu'on en parlera après, mais on a besoin de la volonté et de la participation de tous pour qu'on ait un maximum d'informations sur notre plateforme. Donc le but, c'était vraiment de donner l'information aux personnes qui ont n'importe quel type de handicap, qu'elles puissent, en fonction de leur situation de handicap, qu'elles puissent trouver un lieu de soins proche de chez elles, au plus proche, parce qu'en même temps on sait qu'il y a aussi des déserts médicaux, donc un lieu de soins au plus proche de chez elles et qui corresponde à ses besoins, puisque même une personne qui est en situation de handicap moteur, entre deux personnes, les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a peut-être une qui peut monter quelques marches, il y en a peut-être une autre qui, on va lui dire, il y a un ascenseur, vous pouvez venir, et en fait l'ascenseur, soit il est en panne, on en a parlé en début d'émission, ou soit simplement il est trop petit, donc en fait la personne se dit il y a un ascenseur, vous pouvez venir, et puis arrivé sur place on se rend compte que l'ascenseur ne pourra pas fermer les portes. Donc voilà, donc c'était vraiment de donner, l'objectif c'était vraiment de donner l'information aux personnes, qu'elles puissent la trouver de façon autonome et qui corresponde vraiment à son besoin. Alors juste en matière de collecte d'informations, je crois qu'il y a un questionnaire, vous vous rapprochez des médecins, je crois, pour leur demander un petit peu quel type d'accessibilité ils ont. Est-ce que ça serait pas utile de nous dire un petit peu comment vous avez recueilli en fait ces notions d'accessibilité? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Donc effectivement, on se base sur un questionnaire unique. Donc on a construit, pas tout seul, mais qu'on a construit avec des membres d'APF France Handicap, mais aussi des personnes qui ont des compétences plus riches que nous sur les autres types de handicap. Donc on a fait participer par exemple la Parole aux sourds ou le centre ressources autisme L'interassociatif, c'est chouette, c'est comme ça qu'il faut travailler. Pour qu'après on ne nous tape pas sur les doigts en disant vous n'avez pas pris en compte les besoins des autres types de handicap, puisqu'on a travaillé avec d'autres grandes associations du handicap. Donc ce questionnaire il est aujourd'hui construit et puis j'ai envie de dire définitif. Il concerne beaucoup d'informations, puisque si on donne trop peu d'informations ça va pas aider. En même temps il fallait avoir le bon équilibre avec aussi le trop d'informations qui peut aussi démotiver les personnes à remplir le questionnaire. S'il fait 20 pages. Il ne fait pas 20 pages, c'est la bonne nouvelle. 18. Il en fait 18 et demi. Il tient sur un grand 4 pages à 5. Non, un peu plus. Bon, ça dépend comment on l'imprime, mais en tout cas, il est assez, il est complet, il est riche, il est précis. On aborde donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc tous les types de handicap, mais également l'obésité. Et puis, il concerne on part vraiment des abords du cabinet. Ce qui concerne un petit peu la voirie au plus proche du cabinet jusqu'à l'entrée au lieu sur le lieu de soins, et puis la salle d'attente, la salle de consultation, le matériel de prise en charge, la prise de rendez-vous. Voilà, donc on avait besoin d'avoir les informations qui englobent toute la prise toute la prise en charge médicale. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est assez complet, le questionnaire. En tout cas, le questionnaire peut être partagé sans aucun problème, au contraire. Il faut la participation de chacun, donc si on peut diffuser le questionnaire sur n'importe quel moyen, on peut. Une question peut-être bête, mais concrètement, voilà, je suis évidemment en situation de handicap, j'ai besoin d'un dentiste, je suis dans le 92 ou le 93. Est-ce que là, tout de suite maintenant, je peux avoir les infos? Alors là, tout de suite maintenant, non. À terme, oui, puisque on va pouvoir faire une recherche par filtre de type de handicap et par géolocalisation. Donc à terme, oui. Aujourd'hui, non, puisqu'on est sur la phase recueil de données et qu'on a aussi certifié aux professionnels de santé qu'on contacte actuellement et qui acceptent de remplir le questionnaire.
on leur a certifié que les données ne seraient pas publiques avant qu'il y ait un certain nombre de professionnels de leur domaine et de leur secteur géographique qui soient recensés. Parce que la crainte aussi des professionnels de santé, ça peut être effectivement d'être le seul recensé sur l'annuaire et que du coup, submergé, ils soient submergés par les demandes des adhérents de l'association. Donc aujourd'hui, on a des données, mais elles ne sont pas publiques et on ne les transmet pas tant qu'on n'a pas suffisamment de données qui concernent la catégorie professionnelle et le lieu et le secteur géographique. Et du coup, j'en profite aussi pour dire qu'au niveau des professionnels de santé, on est tant sur vraiment la médecine, généraliste et les spécialistes, mais aussi sur le paramédical, puisque les problématiques d'accès aux soins, elle est nécessaire, elle est globale, voilà, sur tous les types de prise en charge. D'accord. Question, est-ce qu'on a un délai? Quand est-ce que ça sera opérationnel? Est-ce que c'est top secret? Alors, il n'y a pas de top secret. Bien sûr, l'ambition... C'est dense. L'ambition, nous, on essaye de... Enfin, cette phase de collecte, elle a lieu jusqu'à la fin de l'année. Donc, de toute façon, avant la fin de l'année 2020, il n'y aura rien de public. Ensuite, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de la participation des personnes. Donc, on a des bénévoles APF qui aujourd'hui font de la collecte effective. Donc, Pauline reviendra dessus après. On a aussi, on est en pleine construction de partenariats divers. Parfois, certains sont déjà conclus, d'autres sont en cours. Le but, c'est que le recensement des données se fasse et par les bénéficiaires, les usagers du système de santé, donc voilà, les personnes en situation de handicap d'une manière générale, mais ça peut être aussi une personne lambda, qu'elle ait un handicap ou pas, peu importe, elle peut y participer. Et le but aussi, c'est que nos partenariats divers, donc notamment par exemple on va en parler avec Rhapsodif ou les conseils de l'ordre des médecins ou France Asso Santé, etc. On est en lien avec eux, également le ministère de la Santé, pour qu'il y ait une communication qui soit faite aussi par tous ces institutionnels auprès des médecins, pour que les médecins s'emparent du questionnaire, du projet, de cet annuaire et rentrent les informations également eux-mêmes et pas uniquement nous avec les forces qu'on a militantes aujourd'hui. Ouais, puis ça peut peut-être permettre aussi aux médecins, c'est pas inutile, de se poser un peu des questions, de se dire voilà, est-ce que je fais le choix et puis est-ce que j'applique la loi ou pas, parce qu'au fond c'est aussi ça, hein, me semble-t-il qu'il y a quand même une loi qui encourage plus que vivement, pour ne pas dire oblige, les cabinets à faire des efforts. Bon, après je conçois bien que ce soit pas facile partout, mais je trouve effectivement, ayant encore constaté relativement récemment, que c'est quand même un sacré parcours du combattant, hein, de se faire soigner à proximité de chez soi à un coût qui soit pas non plus hyper prohibitif, parce que quand vous êtes à 900 € par mois puis qu'il faut payer 90 € de consulte, ça vous fait tout bizarre quand même, hein. Ouais. Mais bon, c'est un autre sujet, mais c'est quand même un sujet. Mais encore une fois, moi je crois beaucoup aussi à la proximité. Et moi je pense que c'est là où cet annuaire il a vraiment du sens, c'est que je pense que ça aidera beaucoup les gens là-dessus. Ouais, et du coup, je voulais revenir sur, comme tu disais, Simon, la prise de conscience des professionnels de santé. Là aussi, un des intérêts, c'est que parfois, certains professionnels de santé vont se croire pas accessibles parce qu'ils vont en fait déjà peut-être penser de façon assez restrictive au handicap moteur avec la personne en fauteuil roulant. Et en fait, ça leur permet aussi, et nous, de leur expliquer que l'accessibilité, c'est pas uniquement l'accessibilité aux personnes en fauteuil. Exactement, il n'y a pas que l'ascenseur, que rien qu'une prise de rendez-vous autrement que par téléphone, c'est une forme d'accessibilité aux personnes malentendantes ou sourdes. C'est aussi la prise en charge au sein du cabinet, la communication aussi avec la personne. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rendre le cabinet pas forcément totalement accessible au sens de la réglementation, mais il y a quand même des facteurs qui leur permettent de comprendre qui répondent effectivement à certains besoins spécifiques au handicap. D'accord. Il y a une accessibilité peut-être par type de handicap. Exactement, alors c'est vrai que c'est bien, je pense que c'est bien, c'est encourageant, mais c'est vrai qu'on peut, parce que
qu'on pourrait se dire, on permet à certains et pas à d'autres. C'est toute la nuance qu'il faut trouver et qui peut, je pense, ne pas être difficile. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez... J'aime bien le consensus, j'aime bien les compromis. Si ça peut permettre à certains cabinets de se dire, on va quand même faire des efforts sûrs, je trouve que c'est quand même déjà une avancée. Ouais. Mais d'être en contact du coup avec les personnes, les bénévoles collecteurs par exemple comme Alexandre, c'est une première sensibilisation aussi parce que Alexandre il explique le besoin, il explique le projet, donc le but c'est qu'il soit qu'on soit assez convaincant et que du coup la personne soit assez sensibilisée pour que derrière elle fasse la démarche de remplir le questionnaire, mais c'est vraiment ça le but. D'accord. Il y a de l'orage. Là, c'est très impressionnant. Incroyable à Paris. C'est l'annuaire des lieux de soins qui arrive. Exactement, c'est un gros beaucoup de bottin. données. Ouais. Ou la réparation de l'ascenseur. Peut-être un nouvel ascenseur. Ah, ça faisait longtemps. Un nouvel ascenseur. Oui, c'est vrai, c'était assez drôle tout à l'heure. C'était de l'action, c'était magnifique. Le sauvetage de Joanne et de Simon. Je suis Presque héroïque. Presque, c'était beau, ouais. c'était beau. Presque. Ouais, ils ont été rapides. Non, mais on va vous dire, en fait, tout était faux. C'était un C'est vrai, scénario c'était incroyable. vrai, c'était en fait, ils n'étaient pas calculé, du tout c'est ça enfermés. Ah ouais, Ils d'accord. prenaient leur café dehors. D'accord. Jérémy voulait être tout seul pour présenter, donc Jérémy a mis en place un stratagème pour... D'accord. C'est ça, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour évaluer la situation professionnelle de nos salariés gestion en gestion d'imprévu, gestion de crise. Ok, vous savez qu'il y a des nouveaux scénarios qui se développent très concrètement dans ce sens-là, dans les entreprises. Hein. oui. Je suis très sérieux. Oui. C'est assez étonnant. On est pas mal, non ça Ah, on est très bon, on est très bon. Nous, on le fait pas exprès, mais on est très bon. Mais c'est ça, en fait, il n'y a pas besoin de scénario, Non. c'est juste la vie telle Non. qu'elle découle. Chez nous, il faut juste la vie associative, Ouais, c'est ouais. bon. La vie associative, c'est ça. C'est top. C'est beaucoup de hey, mais alors en fait, que va-t-on faire? Comment on va gérer l'ingérable? Voilà. Mais ça marche. Oui. On arrive même à faire de la radio. On rebondit bien. On rebondit bien sur nos roulettes. Bah ouais. Pauline, tu voulais nous dire un mot, je crois. Oui, c'est juste pour rebondir sur l'idée, oui, que pour l'instant les fiches ne sont pas encore visibles. Par contre, on est toujours à la recherche de lieux de soins à rentrer dans le site. Donc vous pouvez quand même consulter le site, ne serait-ce que par curiosité. Donc j'ai envoyé le lien aussi à Joanne, donc je suppose que Joanne pourra le confirmer que ce sera sur Internet. Donc c'est handicap-soins.org. Donc vous pouvez aller sur handicap-soins.org et là vous pouvez donc il y a un accueil qui explique le projet. On a aussi des vidéos sympas avec notamment Alexandre dessus, Amélie, voilà, les acteurs du projet. Et également et sur le site aussi vous pouvez en parler à votre médecin ou à tout professionnel de santé que vous connaissez. Et leur transmettre ce lien du site handicap-soins.org au cas où je ne l'aurais pas assez répété. Encore. On a le droit de t'envoyer un email. Soins.org. On peut aussi m'envoyer un mail si on veut participer au projet et bien au contraire. Tu nous le donnes Mais je vous le donne. Alors là, je peux le dire aussi et pareil, j'imagine que ça pourrait être communiqué par Joanne. Donc c'est Pauline, donc pauline.bourgeois avec un G. @apf.asso.fr. Merci Pauline. Je vous en prie. Est-ce que du coup je parle de tout ce que tu veux. À quoi je sers Ouais. Alors, pourquoi je suis là? Pauline, Vas-y. à quoi sers-tu? Des fois, je me pose cette question. J'aimerais bien que tu puisses m'y répondre Ça là t'empêche de maintenant, hein. dormir, Jérémy? Non, pas, quand même pas. Bon, mais- ça va alors. À part tyranniser mes collègues, en fait, c'est comme a dit Jérémy, il a bien dit, c'est que ça a vraiment devenu gros ce projet. Et notamment au fait qu'Amélie et aussi à un moment donné, il y avait déjà Étienne Valois, si j'ai pas de bêtises, à ce moment-là, des Pays de la Loire, qui ont obtenu du coup des fonds via APF Lab. Donc ils ont été retenus par APF Lab. Donc je sais pas si ça parle à tout le monde à APF Lab. Donc c'est Reprécise si tu peux. Oui, je pense que ce serait Inutile. pas mal. APF Lab, ça fait partie d'APF France Handicap. Et ils accompagnent des projets au sein de l'association. Donc notamment, là,
ils ont aidé donc, sur le suivi du projet et en particulier des sous. Qui fait que je suis là notamment, pas que, mais qu'on a pu aussi créer ce site. Parce que créer un site a un coût et aussi du coup mon poste. Et pourquoi avoir créé mon poste surtout pour accompagner donc, ces bénévoles, mobiliser donc, les acteurs autour de ce projet et aussi beaucoup le lien avec les mairies, donc avec les acteurs locaux, avec les acteurs nationaux. Parce que comme a un peu évoqué Amélie, on a le ministère de la Santé, on a là d'autres partenaires qui commencent à venir, France Asso Santé, les Rhapsodif, dont on en parle là. Donc tout ça, ça demande beaucoup de coordination. Donc voilà, donc je suis en lien avec Amélie là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est possible, je ne sais pas, un nombre de praticiens recensés ayant répondu au questionnaire? Donnez-nous des 41, chiffres. je répète, 41. D'accord. Belle pointure. Sur la région parisienne, vrai, en fait. Ouais, et c'est vrai qu'il faut quand même en parler, de ça quand même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du coronavirus. Non, pas du tout, pas du tout. Non, vraiment, pas du tout. Et c'est vrai même si on a quand même réussi à avancer quand même durant le confinement, notamment sur les partenaires, c'est vrai que forcément on n'a pas sollicité les professionnels et les bénévoles se sont pas rendus en cabinet puisque les cabinets étaient de toute façon fermés pour la plupart, à part pour les urgences. Et encore, j'ai eu beaucoup de retours que beaucoup ont été embêtés d'ailleurs durant le confinement pour l'accès aux soins. La téléconsultation a relativement bien fonctionné. Et peut-être même plus que ce qu'on avait imaginé. Donc s'il y a au moins un point positif de cette aventure, c'est peut-être ça, il faudra s'en souvenir. Et peut-être que les professionnels se sont rendus compte à quel point... Alors surtout ce qui a changé, c'est que maintenant le remboursement est facilité, parce qu'avant c'était un peu compliqué tout ça. Et l'assurance maladie a facilité la chose. Donc ça a permis d'accélérer ça, ce qui fait que peut-être que les professionnels ils pourront prendre en charge des personnes en fauteuil qui ne peuvent pas forcément se rendre physiquement, mais qui pourront faire un suivi. Alors ça ne résout pas tout, bien sûr, mais peut-être que pour certaines consultations, notamment chez les psychologues ou ce genre de consultations, ça pourrait se faire... Moi, je crois au mixte. Je crois au mixte, parce que moi, quand je vais chez le Toubib, les 3/4 du temps, c'est pour faire des ordonnances. Alors franchement, je sais même pas à quoi ça sert que j'y aille en vrai, parce que elle sort son bloc, on fait les ordonnances, on renouvelle les traitements. Vous allez bien? Oui, non, peut-être. Qu'on soit devant un écran ou devant elle, ça change pas grand-chose, hein, sincèrement. Bon après, je suis pas une généralité, surtout pas, mais dans bien des cas, je pense que il faut que les deux soient faits. Moi, je pense. Oui, non, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que pour les personnes handicapées que ça peut aider, mais c'est vrai que peut-être que ça fera réfléchir beaucoup de professionnels qui se sont rendus compte que ça a bien marché. Moi, j'ai entendu des papis et des mamies dire c'est quand même génial d'avoir le Toubib au bout du téléphone à l'heure qui était convenue. On n'attend pas, vous attendez pas. C'est à l'heure convenue, vous avez le Toubib soit à votre radio, votre téléphone. J'avoue qu'au départ, j'étais sceptique, parce que je fais de la téléconsultation. J'étais un peu sceptique. Et puis finalement, j'ai trouvé ça pas si mal. Hein. Je sais pas si Alexandre... là, ça y est, je vais causer peut-être des soucis techniques. Peut-être que Alexandre, je sais pas si tu as bénéficié de la télémédecine, je crois que oui, tu m'avais dit, durant le confinement. Oui, j'avais ma séance d'orthophonie 2 fois par semaine en téléconsultation, et il s'avère que oui, la téléconsultation c'est bien, mais il faut savoir se servir du matériel. Quand on ne sait pas se servir du matériel, ça peut être très compliqué. Oui, c'est compliqué, ça je l'entends, je le comprends, mais c'est pour ça qu'il y a une association et des bénévoles, et que ça marche finalement à l'arrivée. Non, mais c'est bien, je pense que les deux doivent coexister. Hein. Moi, je dis pas que la téléconsultation doit remplacer le présentiel, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je dis juste, c'est que quand c'est possible, ça doit vraiment l'être. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui se sont rendus compte que c'était un peu moins compliqué que ce que ça en avait l'air. Voilà. En tout cas, dans le questionnaire,
On interroge aussi, alors c'était avant l'épisode Covid, mais on interroge sur la téléconsultation, voilà, si c'est une option, une option pas, exactement cas, employée par le professionnel de santé. Je trouve que c'est bien quand elle comme le existe. secteur d'ailleurs, pour les honoraires, on demande si c'est secteur 1, secteur Ouais, 2. ouais, tout à fait. On parlait d'accessibilité financière Ah, notamment. c'est un enjeu. Ok. Précision peut-être, Pauline? Non, après, il y aura, j'imagine, des questions. Est-ce que peut-être on peut... l'idée, c'était aussi qu'Alexandre nous parle aussi de son bénévolat, pourquoi il est là, lui aussi. Ah bah Qu'est-ce oui. qu'il fait, voilà, son À projet. quoi sers-tu? Amélie, je pense que tu n'es pas obligée de faire perche-woman. Je pense que si le micro est bien en face d'Alexandre et qu'Alex il se rapproche un tout petit poil, ça devrait le faire. Si on met un tout petit peu de gain, au pire... Attention à pas renverser le bureau. Non, mais ouais. Non, parce que sinon, la pauvre Amélie, elle allait faire perche-woman à bout de bras, là, ça allait être un peu compliqué. Moi, je trouve que dans cette association, il y a des trésors d'adaptation. Quelquefois, c'est assez sensationnel. Allez, en douceur. Et ça passe. T'es bon là? Ouais, on t'entend bien. Tu peux causer. Raconte-nous ce que tu fais en tant que bénévole sur le projet d'Annuaire. Alors, sur le projet d'Annuaire, on a des fichiers qui ont été bien conçus. On a des numéros de professionnels qu'on appelle tous un par un pour savoir déjà s'ils sont intéressés à remplir le questionnaire, comment eux se situent au niveau de l'accessibilité et s'ils sont habitués à recevoir des personnes en situation de handicap. Et on leur demande avant tout s'ils veulent bien remplir ce questionnaire ou au moins se faire aider à remplir le questionnaire. Effectivement, comme le précise Alexandre, on propose soit de remplir le questionnaire, nous, en tant qu'association APF France Handicap, avec leur accord, bien sûr, au préalable, en amont et en aval du remplissage du questionnaire, avec un accord. Mais donc, on leur laisse la possibilité soit de le faire eux-mêmes, soit c'est nous qui le faisons, et puis derrière, ils valident les informations que nous, on a remplies. Et le plus souvent, on les lance 2 à 3 fois. Ils nous laissent une adresse mail, on leur balance le lien du site et généralement ils remplissent. Est-ce que t'as visité des cabinets, j'imagine, Alexandre? Comment ça se passait le contact avec les professionnels de santé? Alors, j'en ai visité 2, oui, récemment, mais pas pour APF. Mais pour APF, j'ai prenais le principe plutôt d'aller sur place, de contacter plutôt par téléphone, parce que bien souvent, les professionnels sont en rendez-vous. Très souvent, on a des secrétariats externes. Ouais. Et du coup, c'est compliqué. Ouais.
Ah oui, tu peux pas te rendre comme ça à l'improviste. Je débarque avec ma charrette et puis je veux un rendez-vous. Ça marche pas. Mais on l'a Ouais. déjà fait au Ouais. début du projet, donc je l'ai fait, Jérémy aussi, et puis voilà, avec des bénévoles ou des volontaires en service civique, Ouais. on se rendait sur place. Après, une des options aussi qu'on avait privilégiées, c'était les centres de santé. Parce Ouais. que pour le coup, là, on peut rentrer, il y a un lieu, voilà, il y a un personnel d'accueil. En plus, c'était aussi en une seule visite la possibilité de pouvoir recenser plusieurs toubibs. exactement, plusieurs professionnels de santé. Donc, en tout cas, c'est entre guillemets au choix du bénévole collecteur de plutôt privilégier le contact par téléphone ou le contact en face à face. Après, bien sûr, pendant le Covid, on a stoppé Ouais. les visites en direct. C'est mieux. Mais voilà, c'est mieux. C'était mieux pour tout le monde. Mais en tout cas, en temps normal, la possibilité, c'est possible de faire les deux, quoi. Bah, là, du coup, là, les bénévoles, il y en a qui préfèrent d'ailleurs se rendre sur place parce qu'ils préfèrent là, le contact direct avec le professionnel. Après, c'est vrai que dans la période du Covid, souvent les lieux de soins imposent un protocole, donc gestes barrières, masques, tout ça. Donc c'est vrai que si on n'a pas pris rendez-vous au préalable au téléphone, ils vous disent qu'est-ce que vous faites là, madame, vous restez pas dans la salle d'attente, quoi. Madame, Ouais, monsieur. non, mais ça, c'est. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est vrai que donc en temps normal, il y a des bénévoles, oui, qui se rendaient directement, même sans appeler. Des fois, ça marchait justement comme ça. Ça dépend de chaque bénévole. Voilà, donc ça dépend de chacun, comment ils le ressentent, comment ils arrivent à argumenter, s'ils le sentent mieux sur place ou s'ils le sentent mieux uniquement par téléphone. Est-ce que vous avez un praticien de santé, par exemple, qui a été sensibilisé à votre questionnaire? Et puis, je pense qu'il doit y en avoir qui doit se dire, j'aimerais bien faire un effort d'accessibilité sur tel ou tel handicap, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et comment on l'aide? Parce que je suis convaincu qu'on l'aide, mais comment on fait dans ce cas-là? J'ai un exemple très concret de la Fondation Rothschild qui m'a appelé ce matin. Concrètement, ça dépend aussi des acteurs qu'on a. Je sais que par exemple, j'en profite pour les saluer. Il y a un groupe Access par exemple de 78 très actif. Donc par exemple là, dans le 78, je sais que je peux faire appel à eux. À cette délégation en particulier au groupe Access et qui, eux, dans le 78, se connaissent bien, sont habitués à visiter des cabinets, même avant ce projet qu'ils le faisaient. Et voilà, donc ça dépend beaucoup de nos élus, des experts qu'on a. Et aussi, le questionnaire est un bon outil, en fait, parce que ça a été construit par... j'ai vu. Nous, on se base là-dessus. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'être un expert en accessibilité pour travailler avec un professionnel sur le questionnaire. Donc après moi je forme les bénévoles, et on a il y a cette formation là qui aide beaucoup. Mais en fait tout le monde peut remplir le questionnaire sans être un expert en accessibilité. C'est plutôt bien fait cet outil. Sur ça. Ouais, il y a des pistes. Et puis oui, je pense que derrière accessibilité, on voit tout de suite effectivement accessibilité universelle et à tous. Mais finalement, je me rends compte en vous écoutant que même si mon cabinet n'a éventuellement pas d'ascenseur, parce que ça doit arriver et que ça peut pas, il n'y aura pas d'ascenseur, parce que quand c'est dans de l'ancien, on va pas casser les 7 étages de tous les colocataires. Ça doit arriver. Normalement, la loi veut ça, mais dans les faits, ça sera difficilement possible. Mais si le toubib a envie de se rendre accessible pour tel ou tel type de handicap, il y a quand même une ouverture d'esprit et des possibilités. Et ça, je trouve intéressant de le souligner parce que effectivement, je pense que derrière accessibilité, et c'est pas illogique, on pense ascenseur, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Un mot. Je pensais, Alex, vas-y. je pensais que tu voulais parler tout à l'heure à la fin de l'intervention de Pauline, mais... Et encore une fois, pour parler de la Fondation Rothschild, ça dépend des fois des chefs de service et des chefs de pôle qu'il y a derrière.
Ouais, Et- tout à fait. Et des fois, c'est le manque de temps aussi. Ah bah oui, c'est sûr que Je dirais même Ouais. que c'est pas parfois, c'est vraiment C'est le souvent, premier obstacle ouais. à chaque fois, c'est que même au téléphone, et ce qu'on peut évidemment comprendre, ouais. c'est qu'ils prennent même pas la peine d'entendre la démarche, puisqu'ils en peuvent plus, ils sont surchargés, etc. Donc ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, c'est vrai qu'on essaie de les convaincre en disant que 10 minutes, là vous consacrez 10 minutes, mais en fait ça va changer, j'exagère pas en disant que ça change le quotidien de milliers de gens. c'est le but. Donc 10 minutes en fait n'est pas cher payé pour changer le quotidien de Bah beaucoup de ouais, personnes. je partage assez, ouais. Donc voilà, sûr. et puis comme tu disais, l'idée Et- c'est un échange quoi. Et surtout qu'à la clé, ils auront plus de personnes à suivre. Alors ça malheureusement Alexandre, Ouais. ce n'est pas pas un forcément un bon argument. Ça dépend, ouais, voilà. Ça En dépend. général, Pas de c'est problème pas de le problème. patientèle. Pas trop en général, non, effectivement. Mais par contre, au niveau du temps, là où aussi on peut argumenter, c'est en disant que parfois ils vont peut-être avoir un rendez-vous, mais qui ne pourra pas aboutir, puisque la personne, elle va arriver jusqu'à la salle de consultation, admettons, super, bonne nouvelle. Et en fait, on va se rendre compte que soit la table d'auscultation ne peut pas s'élever, ou enfin voilà, être Ah ouais, rabaissée. ouais, ça m'est Enfin, arrivé. du coup, il y a, ouais. il y a plein de choses qui permettent d'éviter la perte de temps et pour le patient et pour le professionnel s'il reçoit une personne en situation de handicap, mais pour laquelle en fait il ne pourra pas la recevoir dans les bonnes conditions. Non, mais c'est clair, moi j'ai encore fait l'expérience récente. J'appelle, je crois, cardiologue, j'appelle la secrétaire, je dis voilà, il faut que je consulte. Le cabinet est accessible, il me dit oui, pas de problème. Bon, j'y vais, un peu bonhomme allant, j'y vais. Et puis en fait, j'arrive au cabinet, mais il y avait une marge de 7 cm. J'ai dit ouais, mais vous m'avez dit que c'était accessible, mais vous avez oublié la marche. Donc en fait, bon, il s'avère que en prenant des risques, comme souvent, on finit par y arriver. Mais voilà, ces petites choses, c'est un peu poison. C'est un peu poison. Et moi, pareil. Ce matin, je devais aller chez le dentiste. Ils arrivent. J'ai réussi à rentrer dans l'immeuble. Et il y a une marche comme ça. Ah bah oui. Comme ça, comment? Parce qu'on voit pas. Ah bon? Elle était haute. Ouais. Il y a souvent les digicodes aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'on galère avec ça. Aïe, aïe. Oh, moi, ce que je fais souvent, bah, je crois que c'est ce qu'on fait tous. On arrive en avance, j'ai une demi-heure d'avance. Et puis, que j'attends que quelqu'un passe. Bah oui, mais j'ai pas le choix. Mais le problème, c'est que s'il y a personne pour sortir, par exemple, je suis comme un perdu dans le hall. Et ça m'arrive assez souvent d'attendre parce que je vais pas malheureusement, je peux pas me lever pour aller appuyer sur le bouton, sinon je me baladerai pas en fauteuil. Voilà. Non, mais c'est chouette. Belle initiative. D'accord. Dans 2 minutes, c'est ça? Dans 2 minutes. C'est écrit Cool. sur le magnifique papier que nous a montré Johan. C'est Trop écrit cool. Dans 2 minutes. Eh bah, je sais pas moi. Enfin, c'est peut-être un peu tôt pour introduire, mais d'accord. C'est Tendry qui va introduire. Ok, cool. Dis-nous tout. Qui tu es? Que fais-tu? Pourquoi es-tu avec nous? Quel âge as-tu? Non, j'exagère. Il est où ton papa dans la salle? Voilà. Quelle Dis chanson bonjour- tu vas nous quelle Dis chanson tu bonjour vas à nous papa. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis volontaire service civique APF France Handicap depuis le 24 septembre 2019 pour une durée de 12 mois. Et alors principalement, je sensibilise et j'informe sur le handicap, mais pas que. Je promue aussi la société inclusive. Et depuis, je crois, octobre 2019, je suis sur l'annuaire des lieux de soins, donc avec Pauline et Amélie. J'ai d'abord suivi la formation, la première formation que Pauline a faite sur l'annuaire des lieux de soins. Et après, j'ai vite basculé en tant qu'accompagnateur pour les collecteurs, donc notamment Alexandre. Du coup, ma mission en tant que collecteur, normalement, eux, les collecteurs, donc bénévoles adhérents,
réalisent une formation avec Pauline. Et 2 semaines après leur formation, j'interviens pour réaliser un point collecte avec eux. Du coup, la manière dont ça se passe, donc j'ai un questionnaire préalable que je leur propose, qui pose des questions sur qui ils sont, les collectes en général qu'ils ont réalisées, savoir le ressenti qu'ils ont eu, si ça s'est bien passé au téléphone avec le praticien ou la praticienne, s'ils se sont déplacés physiquement dans le lieu de soins pour prendre connaissance du praticien. Et du coup, après, donc, s'ils ont besoin d'aide pour recenser les coordonnées du praticien, donc je les aide pour le mettre sur le site de l'annuaire des lieux de soins. Merci Voilà. Tenry de ces précisions. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, pardon? Non, j'attends ta question, sinon si tu en as une, à mon avis, je pense que oui. Non, pas forcément, pas toujours. Pas toujours, c'était clair. C'était clair. Vous nous parliez de collecteurs, vous êtes assez nombreux, on peut encore vous aider. Comment ça se passe? Ouais, hein? On peut Ah oui, toujours encore On vous peut aider. toujours encore, on retiendra la formule. Bien sûr qu'on peut nous aider. Toutes les volontés sont très bonnes à prendre, mais néanmoins, pour dire, pour information, au niveau du Grand Paris, Pauline a quand même formé une 60aine de personnes, donc on a quand même Ah ouais. voilà, une 60aine de personnes qui collectent. Alors après, il y a des personnes qui y consacrent plus ou moins de temps, on est bien d'accord. Mais voilà, on a quand même réussi à mobiliser Toucher pas mal de monde. ouais, 60 du coup bénévoles, enfin personnes qui sont Ouais. devenues bénévoles dans le Chouette. cadre de ce projet. Un projet qui change la vie des gens. C'est chouette. Je rajouterais presque, même que du coup quand on dit on n'a jamais assez, c'est qu'en fait à long terme, l'idée c'est qu'on n'a pas besoin d'être formé en fait, c'est que vous pouvez aller sur ce site et est-ce que je peux encore le répéter? Handicap. Vas-y. Comment handicap-soin.org et du coup oui, du coup, en parler à son professionnel de santé, vraiment, c'est un site collaboratif. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient de site là, collaboratif, ce qu'on appelle les sites collaboratifs. C'est, je sais pas, Simon, si tu serais mieux expliqué que moi. Oui, il y a Strico, pour ceux qui connaissent. Oui. Ouais, Non, mais ouais, voilà. Oui, c'est des bons exemples. J'avais une question. Vous touchez bien l'émission handicap des villes? Et oui, alors on est en ce moment sur Paris, c'est avec le CLH du 14e, le CLH du coup du 13e, du 12e, surtout qui nous ont beaucoup aidés dans le 12e. Ouais. Mais j'en profite, Simon, de j'avoue ton que intervention pour dire que ce soit les mairies, alors il y a aussi d'autres mairies là, que j'ai pas citées, mais vraiment contactez-moi, contactez-nous. Ouais. Non, il faut que nos correspondants locaux pensent à. Qui touche les villes en fait. Ouais, complètement. Hein, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je le referai parce que je pense que piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Oui, on a présenté le projet auprès des correspondants locaux, enfin en tout cas des représentants APF dans les communes pour qu'elles fassent le relais du projet auprès des villes. Ouais, ok, super. Et souvent, on va le présenter au conseil local des handicaps dans les différents arrondissements qui nous sollicitent. Parfait, on répond à toutes les sollicitations qu'on peut avoir. C'est chouette. Je crois qu'on a monsieur le directeur de Rhapsody, c'est ça? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lookman? Oui, bonjour. Excusez-moi, parce que je vous entends pas très bien. D'accord, on va essayer d'améliorer ça tranquillement. Même si on ne peut pas trop changer les choses, on va essayer de se débrouiller comme ça, je pense. Ce sera le plus simple. C'est très bien. Ok. Alors, dites-nous, Rhapsody, qu'est-ce que c'est?
Bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, Rhapsodif, c'est un réseau d'une association qui s'occupe de la prévention, de la formation et de la coordination pour tout ce qui est soins bucco-dentaires auprès des personnes en situation de handicap, donc de tout type de handicap. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 2008, financée entièrement par l'ARS. Son action, c'est toute l'île de France. Et voilà, donc nous avons deux missions principales, donc la prévention et la formation, qui consiste à intervenir dans les établissements pour faire la formation auprès des équipes soignantes dans tous les établissements qui accueillent les personnes en situation de handicap. Donc ça se passe en général en cours magistraux. Une partie travaux pratiques, une partie dépistage et une partie sensibilisation des aidants, donc des patients qui sont accueillis dans ces établissements. Et après, on fait de la coordination de soins bucco-dentaires, c'est-à-dire que notre cellule basée à Maison Alfort prend tous les appels ou tous les mails des familles ou des établissements pour trouver des solutions de soins. En gros, nous avons des dentistes partenaires sur tout le territoire qui sont formés pour la prise en charge de personnes en situation de handicap. Et voilà, donc après, nous orientons les patients en fonction de leur domiciliation ou de leurs besoins. D'accord. Pauline, peut-être une question pour monsieur ou... Oui, peut-être du coup, comment on s'est rencontrés, peut-être raconter comment vous avez été au courant du projet ou sinon peut-être le faire. Oui, d'accord. Alors, donc, Rhapsodif travaille depuis plusieurs années avec l'APF. Voilà, donc nous intervenons dans les établissements, nous essayons de former les équipes, de faire de la sensibilisation, ou sinon les établissements font appel à nous pour leurs patients. Après, j'ai eu le contact parce que moi je suis nouveau directeur au sein de Rhapsodif. Et j'ai voulu me rapprocher de la direction de l'APF, tout ça. Et vous m'avez parlé de l'annuaire que vous mettiez en place pour permettre à vos usagers de trouver des professionnels de santé sur le territoire. Donc voilà, je m'associe complètement à ce projet parce que je crois que c'est assez important en ce moment de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir trouver le professionnel de santé le plus adapté, de trouver justement un annuaire un site qui pouvait centraliser tous les professionnels de santé de notre territoire, pour faciliter l'accès. Donc voilà, c'est comme ça que je vis les choses. Donc si j'ai pas de bêtises, voilà. Peut-être expliquer comment là actuellement les personnes en situation de handicap ou les parents d'enfants en situation de handicap peuvent bénéficier de votre réseau. Donc est-ce qu'ils appellent, comment ça fonctionne? Comment ils peuvent bénéficier de mon travail, de la cellule. En gros, donc nous avons une plateforme sur laquelle ils peuvent appeler. Donc soit c'est par mail, soit en nous contactant directement. Donc j'en profite pour donner le numéro. C'est notre plateforme, c'est au 09 63 62 52 72. Donc n'importe quelle famille, n'importe quel patient, n'importe quel établissement peut nous joindre ou sur rhapsodif.fr peut nous contacter en évoquant un problème dentaire, quel qu'il soit, des douleurs ou le besoin d'un passage pour faire de la sensibilisation des équipes. Nous proposons toujours à toutes les personnes 3 solutions de soins, donc en fonction de la domiciliation et du problème de la personne, en tenant compte pour tout ce qui est solution de soins de 3 paliers. Donc le premier palier, c'est les soins qui peuvent se réaliser à l'état vigile, comme lorsque vous allez tout simplement chez le dentiste et qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose que de se présenter chez le dentiste et voir si les accès sont, si tout est accessible, tout ça. Après, le palier 2, c'est pour voir si la personne a besoin
de Méopa. Le Méopa, c'est ou d'hypnose pour pallier aux troubles de la coopération. Parce qu'il y a forcément une appréhension lorsque l'on va chez le dentiste. Déjà pour nous, c'est un peu compliqué parfois. Donc lorsque l'on a des personnes en situation de handicap, c'est vrai que ça peut être majoré. Et voilà, donc ça c'est le palier qu'on appelle le palier 2. Et le palier 3, c'est vrai que c'est lorsque nous avons des personnes qui vraiment ne coopèrent pas du tout et qui ont besoin de l'anesthésie générale pour faire plusieurs soins parce que l'état de santé bucco-dentaire est vraiment assez grave. Et voilà, donc là on passe par l'hôpital. Donc à chaque fois, nous orientons en fonction des besoins et en fonction de la localisation de la personne. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Oui, bah oui, et puis du coup on passera le numéro sur les réseaux que je donnerai du coup à Joanne. Tu veux intervenir, Joanne? C'est-à-dire qu'il n'a pas de micro, mais il peut nous mimer son intervention et je la retranscris à la bouche, il n'y a pas de problème. Ça va être chouette. Alors, je sais pas si tu parles la langue des signes, sinon j'ai un peu quelques notions. Non. Non, bah, après, oui, ce que je voulais dire, c'est quand vous donnez l'exemple là, de MPOA, tout ça, ça peut heurter à la de certaines personnes. Quand on entend parler d'hypnose, on se dit, oh là là, c'est quoi, c'est drogué. Non, mais c'est vraiment c'est utile, notamment je suis vraiment désolé aux enfants, si je dis pas de bêtises, aux enfants. J'ai mis le son à fond. Ah, il y a un souci apparemment. J'entends un petit peu, mais je vous entends, c'est comme si vous picotiez en fait au téléphone. Alors je sais pas si vous m'entendez bien. C'est moi qui parle pas assez fort. Je vais essayer de me brancher sur un... Nous, on vous entend très bien, ça va. Donc oui, donc je disais sur l'hypnose, c'est l'exemple notamment des enfants atteints d'autisme ou voilà, de troubles de comportement, on appelle ça, qui typiquement pour eux c'est insupportable, bruit, tout bruit du dentiste, etc. Donc l'hypnose, enfin si je dis pas de bêtises aussi, ça peut être cet exemple-là. Qui pour eux, pour ces enfants-là, l'hypnose vraiment est une aide pour supporter tous ces bruits. Et pour n'importe qui, ça peut être stressant le dentiste, mais pour des enfants avec des troubles autistiques, ça peut être terrible. Ah oui, non, c'est vraiment... après, nous avons des équipes qui sont vraiment formées et qui sont passionnées par la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que on permet justement à n'importe quel centre ou à n'importe quel dentiste d'accueillir des personnes en situation de handicap juste pour une consultation sans soin, pour que la personne puisse s'habituer au cadre, en fait, à l'environnement, qu'est le cabinet dentaire, les bruits, les odeurs, la blouse, tout ça. Donc nous, on dédommage les dentistes qui accueillent pendant 2 séances comme ça, juste pour habituer le patient. Donc voilà, ça permet déjà une certaine habituation. Qu'est-ce que je veux dire? Après, c'est vrai que lorsque l'on ne peut pas malheureusement faire des soins juste comme ça, c'est toujours... bon, déjà le Méopa, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est le Méopa, donc c'est un gaz qui permet de détendre les personnes. Le quoi? Je pense que oui, vous pouvez expliquer peut-être en quelques mots. Ah oui, oui, d'accord. Donc oui, donc je disais donc l'utilisation du Méopa, donc c'est l'utilisation d'un gaz qui permet de détendre le patient. Donc c'est ce que les personnes appellent en général le gaz hilarant et qui a été assez controversé ces derniers temps parce qu'il était dans la petite gélule et que ça se vendait un peu partout et voilà, ça doit être contrôlé. Donc là, il y a des cabinets qui sont équipés, qui sont formés pour l'utilisation du Méopa. Ça a fait beaucoup de miracles parce qu'il faut savoir quand même que l'arrivée en anesthésie générale au bloc aujourd'hui en Île-de-France, c'est 1 an et demi de délai d'attente au minimum. Surtout après la période Covid que l'on vient de vivre, les soins dentaires ne sont vraiment pas prioritaires. Les blocs ont été utilisés pour traiter les patients du Covid. Donc c'est vrai que ils ont pris beaucoup de retard. Donc il y a d'abord toutes les autres chirurgies qui passent avant le dentaire. Et voilà, donc heureusement, tout ce qui est soins sous anesthésie générale ne représente finalement que 6% de nos patients. Pour la plupart des patients, tout se passe très bien. Donc comme vous et moi, si je regarde les statistiques, en fait, depuis que l'on existe à Rhapsodif, il faut voir que 89% de nos patients ont un suivi dentaire comme tout à chacun.
C'est-à-dire que c'est dans les mêmes délais, on prend rendez-vous, tout ça, et ça se passe sans méopa, sans anesthésie générale. Après, c'est vraiment les 6% de personnes qui ont besoin d'anesthésie générale. Bon, là, on essaie de pousser avec l'ARS, avec les différents partenaires à la PHP et certains hôpitaux en Ile-de-France qui, voilà, on essaie de pousser pour pouvoir avoir des vacations de bloc. C'est pas évident et il faut du personnel et tout ça, etc. Mais bon, je crois que tout le monde a le même problème aujourd'hui, c'est pas évident. Mais bon, voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc encore, oui, d'où encore l'utilité de vraiment se faire connaître pour pouvoir empêcher quelque part que les personnes en situation de handicap perdent du temps aux urgences, parce que les urgences aussi sont pas forcément adaptées, que les personnes se perdent comme ça dans le circuit dans leur circuit de soins. Voilà, donc si l'APF par exemple met en place tout cet annuaire qui puisse diriger rapidement vers Rhapsody, que nous orientons vraiment vers des dentistes spécifiques, ça facilite vraiment le parcours de soins. Ça évite, parce que c'est vrai que les mauvaises expériences ne font que ralentir la prise en charge et ne font qu'augmenter le stress, et la prise en charge après devient plus difficile. Donc à nous, par exemple, là, on va se mettre en partenariat avec certains centres de santé ou même les centres mutualistes comme le COSEM. On propose à chaque fois une formation des dentistes. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas nos patients sans connaître le dentiste. Le dentiste est formé, le dentiste est accompagné dans ses soins. Lui aussi, il a son réseau, du coup. S'il a besoin de soutien, il a toujours le numéro pour nous appeler pour savoir comment il peut réagir ou s'il peut orienter son patient vers un autre professionnel. Donc voilà, donc tout ce circuit est vraiment important pour une meilleure prise en charge de la personne en situation de handicap en général. Donc c'est tout âge et tout handicap. Hein. En tout cas, donc moi je suis Amélie Lebert, donc je travaille avec Pauline. Ouais. Je voulais, on vous rejoint totalement effectivement sur le désengorgement des urgences et le fait que on espère bien que cet annuaire aide à cela. Et puis une deuxième chose, je me permets de revenir sur ce que vous disiez, vous indemnisez, si je dis pas de bêtises, du coup les dentistes vers qui vous pouvez orienter des personnes, c'est ça? J'ai mal compris ou c'était bien ça? Oui. Vous avez bien compris en fait. Ce que l'on demande, c'est que les dentistes partenaires sont adhérents au réseau, voilà, et que le patient adhère aussi au réseau. Ça nous permet en fait de justifier notre activité auprès de l'ARS. C'est une adhésion gratuite, hein, vraiment pour tous les patients. Du coup, lorsque le dentiste lorsque le patient va chez le dentiste et que le dentiste voit qu'il ne peut pas faire les soins parce que le patient a des troubles de la collaboration, il peut faire 2 séances que j'en appelle des séances blanches ou des séances d'habituation qui seront prises en charge par Rhapsody. C'est-à-dire que nous sommes financés par l'ARS et nous versons des indemnités compensatrices de perte de revenus. Donc, c'est à hauteur de 60 € par séance, par consultation. Donc, une personne a le droit à 2 consultations blanches, le temps de s'habituer par an. D'accord, parce que voilà, du coup, je me permettais de rebondir parce que nous, dans le cadre du projet d'annuaire des lieux de soins, effectivement, comme disait Pauline, un des arguments qui ne nous aide pas pour convaincre les professionnels de santé, c'est le temps que ça prend. Du coup, ça sous-entend que potentiellement, ça prend sur leur temps de travail. Et donc, on s'était posé la question d'une indemnisation aux professionnels de santé pour aider à les convaincre donc à remplir le questionnaire. Donc, c'est intéressant ce que vous dites. Donc bien sûr, nous, ça peut pas être sur nos fonds propres. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit subventionné comme vous par l'ARS, par exemple. Voilà, par l'ARS. Mais donc c'est quand même une piste qui a été envisagée et qu'on peut garder en tête. Et puis c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi que c'est un peu sur cette méthode-là que vous pouvez travailler pour l'accès aux soins bucco-dentaires de votre public. Oui. Après, il faut savoir quand même que la CEPAM, que l'assurance maladie a mis en place une nouvelle codification avec la nouvelle convention des dentistes. C'est-à-dire que lorsque une personne en situation de handicap a un justificatif MDPH, ça ouvre le droit pour le dentiste
dès qu'il y a un acte, à 100 euros d'indemnisation directement par la sécurité sociale. Donc, même le patient n'a pas à avancer les frais. Après, ça dépend du logiciel forcément professionnel de chaque dentiste, s'il peut rentrer la codification sur son ordinateur ou pas. Mais là, tous les libéraux sont équipés. Je parle de l'Île-de-France. Hein. Les centres de santé aussi. Les hôpitaux de la PHP, pour l'instant, ne sont pas encore à jour sur la mise au point de leur logiciel, donc il faut sûrement avancer les frais. Mais dans les autres cabinets libéraux, donc, ils ont droit quand même à 100 euros à partir du moment où il y a ce justificatif MDPH du handicap, dès qu'un acte est réalisé. Et lorsqu'il y a plusieurs actes, ils ont droit à 200 euros d'indemnité, directement par la sécurité sociale. Donc, quelque part, on a fait un petit pas en avant, parce que c'est vrai que les professionnels de santé ont parfois du mal à joindre les deux bouts en libéraux. Il y a des frais, les centres de santé aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la rentabilité, malheureusement, de la santé, au moins qu'ils soient à l'équilibre. Et lorsque on arrive avec des cabinets libéraux, et pour l'instant je travaille surtout avec des libéraux parce que ce sont eux qui sont les plus motivés tout simplement, et ben c'est vrai que faire un soin qui va durer 1 heure pour le même prix qu'un soin qui dure 15 minutes, ça refroidit très vite. Surtout que ça demande d'autres efforts, d'autres compétences, voilà. Après, comme je vous disais en introduction, 86% des soins se passent comme tout le monde. Hein. Oui, bien C'est sûr. vraiment comme tout le monde, avec le même temps après, de je rebondis sur l'histoire du tout, remboursement, c'est juste que, passer un petit message politique, c'est que APF France Handicap, du coup, avec le fameux Ségur de la santé, oui. ça fait partie des revendications, donc pas APF France Handicap, mais pas que, de justement que ce remboursement-là soit généralisé, donc pas seulement que ce soit pour les dentistes, mais que ça commence vraiment à... Alors, il me semble que ça a commencé un peu avec les médecins généralistes. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne voie. Hein. Il faut insister là-dessus. Il faudrait que ça soit généralisé. C'est vrai que c'est très dommage que ça ne concerne que les dentistes. Parce que bien sûr, une personne, comme vous avez dit, la majorité des personnes, il n'y a pas forcément besoin de plus de temps, mais pour beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment handicap moteur, ça peut, le temps d'installation, ça peut paraître bête, mais forcément, ça prend du temps pour le professionnel. Donc la séance peut durer plus longtemps que juste une demi-heure comme d'habitude. Voilà, donc c'est ça l'idée que la séance soit rémunérée à hauteur du temps consacré, quoi. D'accord. Et vous avez réussi à avancer au niveau du Ségur sur ces points, vous les avez mis en avant? Oui, ça a été mis en avant par pour l'instant, on n'a pas de donc réponse on là-dessus. attend les retours du gouvernement là-dessus. D'accord. Non, mais c'est important. Ça, c'est sûr que c'est vraiment des points sur lesquels il faut insister. Après, nous, on se bat aussi pour que la formation des dentistes pour tout ce qui est prise en charge des personnes en situation de handicap ou personnes âgées, parce que c'est un peu les mêmes problématiques, fasse partie du cursus initial de la faculté dentaire de Paris. Parce que pour l'instant, ça ne faisait pas partie. Donc là où nous avons aussi des difficultés à recruter des professionnels de santé, c'est parce qu'ils ne sont pas formés. Alors que dans les autres facultés ou dans beaucoup de facultés françaises, en tout cas, la formation fait partie du cursus initial. Donc c'est ça aussi. En fait, c'est toute une approche qu'il faut changer. Ça veut dire que les étudiants, il faut plus les former, il faudrait arriver à les envoyer en stage dans beaucoup plus d'établissements. Et ça, là, je parle des dentistes, hein, mais je suis allé voir le conseil de l'ordre la semaine dernière des médecins. Ils ont le même problème dans leur faculté, c'est-à-dire que si on n'entre pas la formation dans le cursus initial, ça va poser des problèmes dans tous les cas. C'est-à-dire les professionnels se retrouvent face à des prises en soins difficiles et ça retentit sur le bien-être de la personne en situation de handicap. On a beaucoup de témoignages d'ailleurs là-dessus sur les professionnels de santé sont comme le reste de la société, ne connaissent pas forcément le handicap malheureusement. On va peut-être vous remercier du coup parce que c'est vrai que c'est passionnant tout ça, tous ces débats, etc. Et je pense que peut-être que pourra-t-on faire une autre émission sur la Ségur de la santé, tout ça, et sur ce projet. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu. Alors normalement, vous deviez venir sur place pour des raisons de Covid. Désolé, hein. Je vais vraiment venir sur place. Je suis allé dans un service, dans un EHPAD dimanche.
Et voilà, donc en m'occupant d'une personne, voilà, aujourd'hui elle était déclarée positive, donc j'ai dû m'abstenir de venir vous voir pour éviter principe de que précaution. se propage. Alors j'espère que je vais être négatif, mais bon, on va voir. De toute façon, voilà, principe de précaution, c'est pour ça que vous étiez. Voilà, Voilà, mais en tout cas, vous avez répondu présent, donc c'est super et merci beaucoup d'avoir pris votre temps là-dessus et puis à très bientôt. À très bientôt. Passez une bonne journée, bon courage. Du coup, Merci à vous d'être intervenu. Je pense que c'était très intéressant. Je me présente à la fin. J'étais un des animateurs du jour. Très très intéressant. Moi, effectivement, je plaide pour que il n'y ait pas que les dentistes dans ce réseau. Je pense que demain, il y a vraiment une ouverture à pousser et à avoir, mais ce sera avec plaisir qu'on vous fera la place que vous méritez. Et je pense même que effectivement, l'idée de Pauline est très bonne. Une émission dédiée, il y a la place, on la trouvera, on prendra le temps. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Je crois que nous avons une dernière partie, ou je me trompe, mais je crois pas. Plusieurs dernières parties. Plusieurs dernières parties. Waouh! Mais on va jamais s'arrêter aujourd'hui. Alors, on va laisser. Donc peut-être déjà s'assurer que vous avez donc terminé, présenté donc ce très beau projet. Peut-être un mot de la fin pour conclure d'Amélie et de Pauline. Peut-être répéter que tout le monde est invité vraiment, que ça soit même si vous ne faites pas partie encore du réseau, du magnifique réseau d'APF France Handicap. Vraiment, on attend tout le monde, toutes les bonnes volontés sur ce projet. Donc n'hésitez pas à nous contacter et surtout à en parler à votre médecin, comme dirait. Donc excuse-moi. Du coup, oui, on n'a pas d'auditeurs. Des personnes ont appelé pendant que le président de Rhapsody était en ligne, donc on l'a pas coupé. Donc je sais pas, là dans les prochaines secondes, on peut peut-être laisser quelques minutes aux gens de rappeler s'ils ont des questions. Et en attendant, peut-être que on peut présenter la d'après. Pour les personnes membres d'APF France Handicap qui nous écoutent en dehors de l'Île-de-France, il faut savoir que donc ce projet va être dupliqué donc sur tout le territoire. Donc là aujourd'hui, donc c'est des acteurs Île-de-France qui ont parlé, mais il faut savoir que le projet il est co-construit avec les Pays de la Loire. Notamment, pour l'instant, il y a aussi le département de l'Isère qui a commencé aussi à prendre part au projet. Il y a la région PACA, si je ne dis pas de bêtises aussi. Enfin, en tout cas, nous, on est vraiment les régions pilotes Pays de la Loire et Île-de-France. Mais à terme, on teste vraiment la méthode. Et le but, c'est qu'on fournisse les outils, toute la démarche qu'on a pu effectuer pour qu'elle soit après dupliquée sur les territoires qui veulent s'emparer du projet. Donc ce ne sera pas tout de suite puisqu'on est en plein dedans, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent nous contacter, Pauline ou moi. Donc Pauline Bourgeois et puis Amélie Lebert. Voilà, on peut être trouvé sur l'annuaire APF France Handicap sans problème. Travailler en interrégional et demain sur le national, c'est vraiment une chouette idée. Donc pour conclure, peut-être rappeler l'adresse du site, donc handicap-soins au pluriel.org. C'est ça. Pauline, elle le fait mieux que toi. Pas du tout. Vas-y, fais-le, Pauline. Voilà, donc j'avais pas activé son micro. On l'a pas entendu. Donc forcément, ça sera mieux. On dirait la voix de la SNCF, tu sais. Handicap-soins.org. Waouh. Merci à vous pour ce super projet. Merci à vous pour l'émission. Du coup, je pensais pas que c'était fini parce que je voulais juste vous partager on a un auditeur. Donc tu peux partager et tu peux prendre ces questions. Donc Cory, assis-toi, t'as 10 minutes. Donc on va prendre un auditeur et après donc Pauline a des témoignages écrits, il me semble. Bon, on a le temps. Ça te va Parce que du coup, ça te va aussi. Ok. Oui, moi, je vais jusqu'à 18h. Allô, je pense avoir reconnu le numéro de Thibaut.
Bonjour. Thibaut, le retour. Le Bonjour, re-retour. Tu nous quittes plus? Non, j'arrête pas de vous suivre, même en vacances. Classe. On est dans ta valise. Non, même en vacances, je, je vous suis à la radio souvent. Cool. Alors, est-ce que toi, tu as des remarques à faire sur les lieux de soins? Est-ce que tu y accèdes, toi, facilement? Tu as des difficultés? Tu as envie peut-être d'en parler à ton IEM? L'accès au droit, je veux bien qu'on recommence ça au mois de septembre, Au lieu de parce soins, qu'on au n'a lieu de pas soins, pas au droit. d'avocat. Là, c'est, je sais pas, ton médecin, quand tu dois aller chez le dentiste ou autre, est-ce que c'est difficile de trouver un praticien dans le 77 qui soit accessible que ce soit aux personnes en fauteuil roulant ou autre? C'est quand même un peu compliqué à trouver des médecins qui soient spécialisés en milieu du handicap. Je sous-entends les personnes en fauteuil roulant type comme Léopold. Tu me dis si je dis pas de bêtises. Il n'est pas là, Léopold, aujourd'hui. Oui, je sais. Yes, Simon. Type. J'aime bien ce que tu dis, parce que, tu sais, au fond, je crois que ce projet, que ce soit Rhapsodif et l'annuaire de lieu de soins, il a quand même une vertu, à mon avis, absolument essentielle, c'est casser la rupture de soins. Parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit, c'est vraiment ça contre lequel, je pense, et Pauline sera d'accord, on se bat, c'est faire en sorte que les personnes qui en ont besoin, les personnes en situation de handicap, qui sont en situation de fragilité, justement pour trouver des soins, et des débuts et même des réponses concrètes et un peu plus complètes. Et c'est ça l'enjeu de ces deux projets, et je pense qu'ils sont bons parce qu'ils y répondent en grande partie. Voilà. Je sais pas si on l'a précisé, je crois pas. C'est vrai que sur le site, quand les fiches seront visibles sur le site, ce n'est pas seulement le lieu est accessible, oui, non. C'est-à-dire, ça ne suffit pas comme information. Moi, si je suis en fauteuil électrique, peut-être que pour mon ami qui est en fauteuil manuel, ça va être accessible. Peut-être que pour quelqu'un qui est malvoyant, ce lieu va être accessible. Mais peut-être que moi, avec mon fauteuil électrique, ça ne sera pas. Donc c'est vraiment, on donne beaucoup d'informations. On donne pas trop non plus, mais on donne suffisamment d'informations selon le type de handicap pour savoir déterminer si oui ou non ce lieu de soins il me conviendra, quoi. On peut se lancer en fait, hein, c'est ça, si on peut partir à l'aventure pour aller chez son médecin. Et comment va-t-elle se passer? Et puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'accès aux soins, mais également à la prévention. De ne pas attendre d'avoir des symptômes insupportables pour se dire je vais parcourir le parcours du combattant pour trouver un médecin. Le but, c'est aussi d'avoir accès à la prévention comme tout à chacun. Il faut aller voir le dentiste une fois par an, l'ophtalmo, etc. Donc c'est aussi pour tous ces soins primaires et la prévention que ce projet est utile. Alors, oui, mais comment je peux faire moi perso pour avoir un rendez-vous à l'hôpital des 15 ans pour avoir un suivi d'opération de strabisme. Normalement, déjà, s'il est hospitalier, normalement, tu as déjà probablement entamé une procédure. Moi, ce que je dis souvent, c'est que avant d'aller à l'hôpital, il faut essayer, autant que faire se peut, de voir ce qui est possible de faire en proximité.
parce que aujourd'hui les hôpitaux sont saturés. Puis de toi à moi, je le dis franchement, c'est pas les meilleurs rendez-vous qu'on a forcément à l'hôpital. Voilà, ça ne vaut que peut-être que pour moi, mais je pense que si on peut le faire en proximité, ça sera déjà pas mal. Vas-y. Non, c'est juste que je voulais rebondir là-dessus. Alors, j'ai des témoignages écrits, mais on n'aura pas le temps de tous les lire. Je remercie tous ceux qui m'ont transmis, d'ailleurs tous les bénévoles qui m'ont transmis leurs témoignages. Malheureusement, je suis désolée, je ne pourrai pas tout lire, mais en tout cas, je rebondis sur les hôpitaux et cliniques. C'est faux de dire que malgré la loi, qui sont tous accessibles, parce que c'est le cas. Il y a le cas, par exemple, d'une bénévole qui m'a raconté que dans une clinique dans 92, on ne citera pas le nom, les toilettes sont tellement petites qu'un jour, elle s'est retrouvée coincée dedans. Qu'il a fallu appeler les urgences, donc les secours, pour la sortir de là. Et c'est vrai que c'est quand même problématique si les toilettes d'un hôpital ne sont pas assez grandes pour accueillir des personnes en fauteuil. C'est quand même... Moi, j'ai vu aussi le cas d'un ascenseur qui est situé juste après les 3 marches à descendre. Donc, très pratique en hôpital. Ouais, mais ce que vous dites là, moi, je l'ai vécu aussi, je ne me mets pas trop souvent à mon goût. Il y a un vrai problème de moyens à l'hôpital, de vétusté des équipements, mais même ça va plus loin que ça. Moi, j'ai un adhérent qui me disait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un nombre trop restreint de chambres réellement complètement accessibles. Enfin, c'est vrai qu'il y a un retard. Moi, j'espère que le Ségur de la Santé va combler tout ça. J'ai des doutes parce que l'enveloppe qui est prévue déçoit. Alors, j'espère qu'elle pourra être encore amendée, mais voilà, il faut continuer à pousser parce qu'il y a vraiment des gros besoins. Mais encore une fois, tout ne se fait pas à l'hôpital. Moi, je pense que vraiment, il faut essayer, et ça répond à la question. Et voilà, pensez vraiment à la proximité. Je sais que c'est peut-être pas toujours rassurant. Peut-être qu'on pense qu'on va être mieux soigné à l'hôpital. C'est souvent vrai, mais peut-être pas toujours. Voilà. Et c'est vraiment le but de ce projet, c'est qu'une personne en situation de handicap, presque, entre guillemets, comme tout le monde, elle puisse avoir accès aux soins de sa ville, de son quartier. Parce que malheureusement, il y a des médecins, j'ai eu un retour une fois d'un médecin qui me dit « Ah mais moi, j'ai pas besoin d'accueillir dans mon cabinet libéral des personnes en situation de handicap, puisque je fais des heures pour les établissements médico-sociaux. » Mais non, les personnes handicapées, ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est qu'ils font partie de la société. Ils ne sont pas uniquement dans les établissements médico-sociaux. Et donc... Voilà, la question du choix, c'est ça, Alexandre. C'est vraiment ça que je voudrais qu'on retrouve aujourd'hui. Je crois qu'on l'a un peu perdu sur tout un tas de sujets d'ailleurs. Mais je trouve que les personnes en situation de handicap, aujourd'hui, elles n'ont plus nécessairement le choix d'aller où elles veulent, quand elles veulent. Et ça m'agace. Parce que je trouve que, vous l'avez dit, on est des citoyens comme les autres et pas de seconde zone. On a aussi des droits, des envies et des besoins de soins. Et je pense que nous aiguiller un petit peu rapidement et souvent vers l'hôpital qui était à l'autre bout du département, qui est bien souvent, qui a un peu vécu et souvent effectivement mal aménagé ou un peu vieux, tout simplement. Bon, ok, quand on n'a pas le choix, pourquoi pas, et j'ai pas de souci avec les vieux hôpitaux, ils ont le mérite d'exister. Mais encore une fois, la notion de choix, elle existe. Les personnes valides l'ont la plupart du temps, et j'aimerais que nous l'ayons un peu plus. Voilà. Je rajouterais juste un point, c'est juste maintenant vraiment les lieux de soins, l'accessibilité des lieux de soins, vraiment il faut que les professionnels comprennent que ce n'est plus pour la minorité entre guillemets qui constitue les personnes handicapées. On sera tous une personne handicapée un jour, puisque nous allons vieillir et la population française vieillit de plus en plus. Et du coup, le fait par exemple qu'un kinésithérapeute soit au 2e étage sans ascenseur, la personne âgée, la petite mémé de 80 ans qui va voir son kiné, c'est problématique aussi pour elle. Et pourtant, elle n'a pas ce statut de personne handicapée. Mais voilà, donc je pense que l'accessibilité des lieux de soins, c'est comme pour les transports.
Pour les transports, on dit ça peut être utile pour les femmes ou les hommes avec poussette. Voilà, c'est pas seulement le combat pour les personnes handicapées, mais c'est vraiment pour tout à chacun. On va être tous concernés. On l'a vu, et peut-être, en tout cas, ce sera mon dernier mot à moi, je vais essayer, mais je pense que, voilà, on est tous à un moment de sa vie, même quand on est valide, on est tous à un moment de sa vie, pour des bonnes et des moins bonnes raisons, en situation de handicap temporaire. Je pense qu'il serait grand temps qu'on ouvre un petit peu les yeux, qu'on soit un petit peu plus et réellement inclusif, parce que je trouve que à l'hôpital on ne l'est pas assez, à l'école on ne l'est encore pas vraiment. Je ne parlerai pas des transports, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc je ne me relance pas là-dessus. Il y a du boulot, on avance, mais on va y arriver. Voilà. Élie, du coup, tu es encore avec nous? Oui. Ouais, t'as des réactions sur tout ce qui vient d'être dit? Comment? As-tu des réactions sur tout ce qui vient d'être dit? Non, pas vraiment. Ah, ok. Pauline, peut-être un petit dernier témoignage ou ouais, tu t'es déjà éloigné du micro? Bien sûr. Dans l'idée que sur l'accessibilité aussi, c'est pas que... donc est-ce qu'il y a des marches ou des ascenseurs? Il y a aussi les équipements. Souvent, les équipements, c'est un problème. Donc il y a le témoignage, par exemple, de Pierre-Emmanuel du 75, qui souvent dit que c'est toute une acrobatie pour arriver sur une table d'examen. Donc que ça soit radiographie, échographie, etc. Donc c'est un peu la débrouille pour s'y installer. Elles sont super hautes. Et donc souvent pour lui, faire une radio, c'est un vrai calvaire. Parce que normalement, il ne peut pas rester allongé sur une surface dure, comme c'est généralement le cas des tables d'examen. Et d'autant plus qu'il doit faire des acrobaties alors qu'il est en fauteuil pour pouvoir monter. Et après aussi, c'est l'exemple, donc comme je disais, la des toilettes qui peut être problématique. Et c'est vrai que ça revient beaucoup, les tables des examens, et aussi pour les femmes en situation de handicap, c'est chez les gynécologues, où c'est souvent très problématique, où le matériel est tellement pas adapté que ça crée des vraies douleurs. Et c'est le cas de témoignage de Céline du 92, qui a fait part du fait qu'elle a subi ce qu'on appelle une maltraitance gynécologique, on en parle un petit peu, et en ce moment. Et ça, c'est un autre débat aussi, mais c'est vrai que du coup, elle a vécu ça, et du fait de son handicap en particulier, parce que le matériel n'est pas du tout adapté à l'handicap qu'elle a, donc elle est malmarchante. Donc ça lui crée des douleurs énormes parce que les outils pour examiner ne sont pas du tout adaptés. Et donc elle a été suivie par l'Institut Montsouris, où par contre là ça s'est beaucoup mieux passé. Donc c'est un institut qui est à Paris, qui suit les femmes en situation de handicap moteur. Et là ça s'est beaucoup mieux passé, et pas seulement pour l'équipement, mais elle dit aussi que je me suis sentie écoutée, comprise, concernant les différents problèmes que j'ai évoqués, et j'ai donc décidé de consulter régulièrement chez eux. Donc l'examen lui-même s'est bien passé. Ils ont une table d'examen réglable. Ils écartent tout doucement les jambes, ce qui évite toute douleur. Donc voilà, donc c'est pas seulement une histoire d'équipement, c'est aussi souvent une histoire de compréhension et d'écoute. Moi, il y a une dernière chose que je voudrais dire, parce qu'on parle beaucoup de moyens techniques. C'est vrai que parfois, moi, j'ai l'impression d'être... C'est sévère ce que je vais dire, mais il y a des équipements qui sont d'une autre époque. Moi, franchement, aujourd'hui, des tables de consultation qui ne sont pas encore électriques, ça me choque. Voilà, je le dis franchement. Mais ce que je veux dire aussi et surtout, c'est que j'ai trop vécu, moi et dans mon entourage, des personnes en situation de handicap, des vrais problèmes au niveau de la formation aux techniques de transfert à l'hôpital et ailleurs. Il y a encore beaucoup trop souvent de méconnaissances sur le sujet pour les bonnes manipulations, sur le sujet des techniques de transfert, notamment quand on a des dos fragiles et pas seulement. Je suis vraiment surpris de voir à quel point c'est encore mal maîtrisé. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, pas seulement d'un point de vue technique, mais bien d'un point de vue humain. Les techniques de transfert à l'hôpital public sont encore trop souvent mal maîtrisées.
Mais bon, on guérit quand même les gens. Hein. Voilà, je veux pas. Voilà, beaucoup de soins à l'hôpital se passent bien, heureusement, mais je crois qu'on peut. Il y a une marge de progression. Et comment on Dernière peut question. trouver un... Et comment peut-on trouver un vaccin contre le Covid? C'est ce que je voulais savoir. Alors, moi, je suis pas spécialiste. Apparemment. Voilà, je suis pas spécialiste, mais il va falloir être patient, les cocos. Parce que là, il y en a plusieurs qui sont à l'état de recherche. Ça va arriver et quelque chose me dit qu'on sera prévenu quand ça arrivera. Hein. Donc, on s'affole pas, on se détend, on profite de la vie. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, faut pas. T'inquiète pas, ça va arriver. Et puis, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, mais je pense. On y verra. Voilà le mot de la fin. Bah, on va remercier nos très chers intervenantes qui sont venus. Qui reviendront. Hein, bah, ça vous a plu, vous reviendrez. Hein, ça.